Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre webinaire sur la conformité réglementaire. Donc, je suis Mathilde, responsable contenu chez AQ Manager et je suis accompagnée de deux de mes collègues, Benoît Gossens qui est directeur opérationnel, chef de projet LIMS chez AQ Manager également, et Justine qui est formatrice et gestionnaire de projet. Bonjour. Je les laisserai se présenter un peu plus en détail par la suite. Alors, quel est le programme d'aujourd'hui? Il faut juste un petit peu de temps que le PowerPoint se charge. Donc, désolé, on a un petit souci au niveau du PowerPoint. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer pourquoi on a décidé de choisir cette thématique. Donc, je vais un peu remettre le sujet en contexte. Ensuite, on abordera le PowerPoint selon 3 axes, donc la conformité aux réglementations locales, nationales et internationales, le respect des normes de qualité et de sécurité, la traçabilité, et ensuite on aura une session, je vais y arriver, de questions et réponses. Donc, pour rappel, vos micros sont coupés pour éviter le bruit dans la réunion durant le webinaire. Il va durer plus ou moins 50 minutes. Vous aurez donc, comme je l'ai dit juste avant, la possibilité de poser vos questions à la fin, tout au long de la session dans le chat, et nous y répondrons à la fin. Un replay vous sera envoyé par email à la suite. Alors... On va juste couper le partage du coup s'il ne fonctionne pas. Donc, désolé pour le petit souci de PowerPoint, mais ça ne nuira pas à la qualité du webinaire, je pense. Il ne veut pas. Tant pis. Les aléas techniques, malheureusement, ça arrive. En fait, j'arrive non plus. Juste un petit instant. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi cette thématique, la conformité réglementaire? Donc, on a décidé de la mettre en lumière car elle représente vraiment un pilier central pour la réussite des laboratoires, pour leur bon fonctionnement, et ce, pour les laboratoires de tout type de secteur. Donc, c'est une thématique qui est d'autant plus importante parce que les exigences réglementaires évoluent rapidement et du coup, les laboratoires, forcément, doivent s'adapter pour maintenir une conformité. Le respect des normes est crucial pour assurer la sécurité, le respect des procédures, la fiabilité des résultats, la traçabilité des données, etc. Et donc, les laboratoires sont challengés quotidiennement. Cela va de la gestion rigoureuse des données, leur intégrité, la nécessité d'audits réguliers, en passant par l'importance aussi de reporting qui vont être précis et conformes aux standards internationaux. Alors, face à ces enjeux, on a quand même une solution, c'est le logiciel de gestion de laboratoire LIMS qui va venir vous aider, vous faciliter la tâche au quotidien, en fait. Mais il faut savoir que ce n'est pas une solution qui va être clé en main, mais elle va vous aider à mettre en place une trame qui va venir contrôler et mettre des alertes quand il le faut. Donc aujourd'hui, on va explorer comment cette solution LIMS va répondre à ces challenges quotidiens, comment cette solution va simplifier la conformité réglementaire et soutenir les utilisateurs. Donc voilà, des normes, il en existe une multitude. Elles vont varier selon le type de laboratoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, et selon les réglementations nationales et internationales, et on va en retrouver plusieurs. Les normes de conformité réglementaire qu'on va particulièrement aborder, comme vous l'avez compris, lors de ce webinaire. Mais on a aussi les normes de qualité, d'assurance qualité, les normes de sécurité informatique et de protection des données, les normes de documentation et de gestion des processus, les normes de développement logiciel et de validation, etc. Donc voilà, on va s'intéresser tout particulièrement à la première. Donc maintenant, je vais laisser Benoît et Justine se présenter
de manière, de manière plus approfondie. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous, moi c'est Justine Anne, donc je suis formatrice LIMS et gestionnaire de projet. Donc moi je m'occupe de former les utilisateurs à l'application LIMS et également de les accompagner dans la mise en place du LIMS du début jusqu'à la fin. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une formation scientifique de base. Donc, j'ai un diplôme de doctorat en biologie. Et donc, ça me permet de mieux comprendre les problématiques et le fonctionnement des laboratoires et aussi de pouvoir répondre justement à la nécessité de mettre en place un LIMS dans votre société. Merci Justine. Moi, c'est Benoît Gossens. Donc, je fais partie de la société depuis très longtemps, plus d'une vingtaine d'années. Ingénieur de formation, aujourd'hui, je m'occupe plus de la partie commerciale et opérationnelle, mais j'ai pendant longtemps exercé le métier de chef de projet au niveau du LIMS. Et donc, comme je dis, plus de 20 ans d'expérience sur le terrain dans l'implémentation de LIMS. Donc voilà, c'est un produit que je pense connaître pas trop mal au niveau de l'application. Je pense qu'on va commencer par un petit sondage, si tu as fini de parler. Je t'en prie, un petit sondage serait bienvenu. Alors, quel est votre secteur d'activité? On a envie d'en savoir un peu plus sur vous. Donc, on vous invite à répondre. Alors, comme Mathilde vous l'a dit tout à l'heure, c'est certain que le secteur d'activité est quand même assez prédominant dans la thématique du webinaire d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que chaque secteur d'activité a ses exigences propres, parfois plus poussées, parfois moins poussées. Je pense que je ne vous apprendrai rien en disant que parmi les secteurs les plus poussés, qui sont le plus demandeurs de normes, d'accréditation, etc., c'est le milieu pharmaceutique. Donc, mais il y a d'autres secteurs comme l'agroalimentaire, la cosmétique, la construction, la gestion des matériaux, etc., qui ont chacun leurs normes propres avec leur degré d'exigence. Donc voilà, c'est pour ça que ce petit sondage nous permet un petit peu de voir dans quel secteur vous vous trouvez. Donc, a priori, il y a le secteur chimique qui ressort un petit peu et les laboratoires indépendants et le autre. On n'avons pas bien achalandé notre liste pour qu'il y a d'autres. Mais donc, le but de ça, c'est bien de montrer qu'il y a de la diversité. Alors, un des premiers axes, je pense, j'imagine, donc on est là, c'est bon pour faire un pas pour le... Si vous voulez nous inscrire en fait votre secteur, parce qu'effectivement, on voit qu'il y a 33% de personnes qui ont répondu autre dans les commentaires, n'hésitez pas. Voilà. Donc, vous pouvez effectivement l'inscrire. Nous, notre présentation, elle se veut tout secteur confondu. On va pas se focaliser sur un secteur en particulier dans ce webinaire. Mais donc, un premier axe sur la partie de conformité, qui est probablement quelque chose de très basique, mais c'est que le système doit pouvoir se conformer à des normes, qu'elles soient nationales, internationales, ou même locales, ou même des normes de qualité de produits. C'est-à-dire que on va avoir un certain niveau d'exigence et quand on va faire une analyse, on va attendre un résultat par rapport à cette analyse et que ce résultat doit avoir une certaine valeur ou doit être dans une plage de valeur attendue. Donc ça, c'est un premier niveau de conformité. C'est qu'on va pouvoir, en fonction des besoins et donc des réglementations et de la criticité des dangers qui sont encourus avec cette criticité, définir un premier niveau qui va être de préciser quel résultat on attend pour un paramètre donné.
Donc, ce type de résultat, ça peut être des résultats numériques, c'est-à-dire qu'on va être entre telle plage ou telle plage de données valeur numérique. Ça peut aussi être du texte, c'est-à-dire que on va, par exemple, devoir essayer d'identifier une couleur, mais quelle est la couleur qui est véritablement attendue avec différentes nuances. Mais ça pourrait aussi être des résultats du format date, heure et ce genre de choses. Donc, on va pouvoir, suivant le type de résultat, définir ces plages de valeurs attendues, mais on va aussi pouvoir gérer ce qu'on va appeler des zones de tolérance ou d'incertitude, c'est-à-dire en fait avertir l'utilisateur, mais aussi déjà lors de la saisie, s'il est dans zone de tolérance ou d'incertitude, c'est pas dire directement c'est pas bon, c'est dire attention, es-tu certain qu'il n'y a pas de faute de frappe ou ce genre de choses. Donc c'est une vigilance accrue de la part de l'utilisateur pour s'assurer qu'il a bien fourni le bon résultat. Et donc, de cette manière-là, le système va pouvoir automatiquement aider l'utilisateur et prévenir si c'est un résultat qui est attendu, un résultat qui est à la limite de ce qui est attendu, ou bien si c'est un résultat qui est non conforme à ce niveau-là. Je prendrai un exemple. Comme je l'ai dit, il y a plein de secteurs différents, mais par exemple, quand vous faites une prise de sang, que vous allez chez votre médecin, je pense qu'on a tous fait cette expérience-là. Votre médecin décide un certain nombre de paramètres. L'analyse est réalisée et sur la colonne de droite, vous avez les plages de valeurs qui sont attendues. Et si vous n'êtes pas dans les clous, entre guillemets, il y a une surbrillance où le résultat se met en rouge pour attirer l'attention de votre médecin quand il va lire les résultats et vérifier s'il y a une problématique ou non. Donc voilà, donc ça c'est un premier niveau. Je vais peut-être laisser Justine vous montrer un petit peu comment concrètement ça peut se traduire dans une application de laboratoire. Partager mon écran. Je vais zoomer un petit peu. Donc ici, voici un premier exemple. Donc, comme l'a dit Benoît, dans le LIMS, on peut renseigner des analyses, tout domaine confondu. Donc, que ce soit du domaine plutôt chimique, du domaine plutôt, je dirais, des matériaux, de l'environnement, de la construction, et aussi du domaine biologique ou microbiologique. Donc, voici ici un premier exemple. Donc, c'est un essai de traction. Donc, un essai de traction, c'est la mesure de la résistance ou de la force. Et donc, dans cette analyse, on peut ici définir quel est le type de valeur attendue et également définir des spécifications. Donc, une spécification, c'est quoi? Ce sont les bornes qui permettent de définir comment plutôt le résultat est, c'est-à-dire est-ce qu'il est conforme ou non conforme. Donc ici, on a renseigné dans l'essai de traction que le résultat attendu doit être plus petit que 1. Et donc ici, avec une unité qui est le kilonewton. D'accord? Donc pour répondre aux normes et aux exigences de normes, on voit bien qu'ici, on peut créer une analyse avec des spécifications bien précises. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est également qu'on peut renseigner ici, identifier la norme à laquelle se réfère cette analyse. Et dans un troisième temps, on peut également y rattacher un document. Donc ici, par exemple, nous avons rattaché le document qui permet d'aller visualiser la norme en question. Donc ici, il s'agit de la norme ISO 6892. Donc voilà, ça, ce sont trois choses déjà principales qui permettent de répondre aux exigences d'une norme lorsqu'on définit une analyse. Alors ensuite, je peux prendre un deuxième exemple. Donc je vais vous montrer le deuxième exemple qui est plutôt cette fois-ci un exemple d'une méthode, je dirais, pour le domaine chimique.
Donc, il s'agit du titrage colorimétrique. Donc, je pense que, enfin, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est un titrage, hein, mais donc on titre une réaction et on regarde l'apparition de la matière, si vous voulez. Et donc ça se traduit sous forme de coloration. Donc ici, lorsque on crée une analyse de ce type titrage, on peut aussi définir des valeurs plutôt de type alphanumérique, c'est-à-dire des valeurs attendues de type texte. D'accord ? Donc là, dans cet exemple-ci, vous avez la possibilité de renseigner le résultat attendu. Donc le résultat attendu ici, c'est soit une réaction transparente, soit une réaction jaune, soit une réaction orange. Et donc, le fait de dire que le résultat est conforme ou pas, ben, on va pouvoir renseigner la conformité de l'analyse en renseignant quel est le paramètre, le résultat attendu qui va porter la conformité. Et donc, cet élément-ci, on le met ici à droite dans le panneau de conformité. Donc, la petite particularité sur la partie texte, c'est que la liste de gauche rassemble bien toutes les valeurs possibles. C'est aussi bien tout ce qu'on peut obtenir comme élément, aussi bien conforme que non conforme. Mais on va pouvoir définir parmi toute cette liste là où les valeurs qui sont attendues. Alors, pourquoi créer ce genre de liste? C'est simplement à terme statistique derrière et de traitement, parce que si on laissait du texte libre, personne n'est à l'abri de faire une faute de frappe ou ce genre de choses, et ça ne permet pas après de tirer des conclusions plus générales en termes de l'interprétation. Et donc, le fait de créer des listes permet justement cette notion, c'est de cerner l'ensemble des résultats potentiels, mais derrière de pouvoir définir s'il y a quelque chose qui est attendu, quels seront les éléments qui correspondront à ce qui est attendu ou à ce qui est en limite. C'est-à-dire qu'on peut aussi utiliser une zone de tolérance si on veut à ce niveau-là. Donc, sur cette analyse-là, c'est la même chose, hein. On peut lui attacher un document. Donc, le LIMS permet de garder une trace de la norme ou de l'exigence qui est attendue. Donc, ici, on peut renseigner une norme, on peut aussi renseigner un schéma ou n'importe quel protocole opératoire. Donc, je vous donne un exemple ici. Ça, c'est tout simplement un schéma de la solution étalon et aussi du process du titrage. Et je reviens ici. On peut également renseigner, donc garder la traçabilité du protocole opératoire que fait le technicien quand il doit créer, réaliser. Pas que garder la traçabilité, c'est définir pour que la personne qui doit réaliser l'analyse ait un accès rapide au moment où elle va devoir faire l'analyse, qu'elle ait un accès rapide au protocole à suivre, au mode opératoire à mettre en œuvre. OK. Voilà, donc ça, c'est un premier axe. Et donc, sur ce premier axe, on voit qu'on peut très clairement, quand on obtient un résultat, renseigner et le logiciel peut vous aider à interpréter le résultat ou attirer votre attention dans différents cas de figure. Donc, ce point-là est déjà un point bénéfique pour satisfaire à des exigences, mais il y a quand même un point qui est un petit peu encore assez critique par rapport à ça, c'est que obtenir le résultat, c'est bien, mais il faut aussi que ce résultat soit fiable. Et donc, pour que ce résultat-là soit fiable, en règle générale, on doit définir aussi la manière dont on réalise l'analyse, c'est-à-dire la manière dont on va obtenir le résultat. Donc ça, c'est le deuxième grand axe qui est la référence généralement à des standards ou à des analyses qui ont été standardisées et décrites en termes de réalisation dans des normes, justement des normes qualité.
Comme par exemple, vous pouvez avoir des normes ISO, je pense que c'est connu de beaucoup de monde, mais aussi d'autres types de normes qui vont veiller à savoir comment, de manière générale, va être traité l'échantillon sur lequel on va réaliser les analyses et quelles sont les normes de bonne gestion au sein du laboratoire. Donc, on peut avoir des exigences aussi, par exemple, dans le milieu pharmaceutique que j'évoquais tout à l'heure avec les normes de la FDA, mais aussi, par exemple, en France, les normes COFRAC ou les normes BELAC en Belgique, où chaque pays a aussi ses normes et d'autres sont internationales. Et encore, tout dépend aussi du secteur d'activité. Donc, il y a ce besoin de fiabiliser, de se dire le résultat que j'ai obtenu est un résultat qui est fiable et qui me donne des bonnes informations. Et donc, pour arriver à ça, en quoi le logiciel LIMS peut aider? Comme Justine vous l'a déjà montré juste à l'instant, déjà, un des premiers points, c'est de pouvoir attacher un mode opératoire, c'est-à-dire de préciser quel va être le mode opératoire de l'analyse et la possibilité que l'opérateur, à tout instant, puisse en un clic récupérer ce mode opératoire et s'il a un doute, s'il a une question, revenir le parcourir. Donc ça, c'est un premier point. Un second point aussi, c'est à partir du moment où justement c'est quelque chose qui est normé, qui est identifié, qui a été décrit, le processus de mise en œuvre de l'analyse a été décrit dans la littérature, c'est de faire la référence à la norme qu'il est dite. Donc Justine aussi vous l'a montré tout à l'heure, on peut directement faire référence à un code, le code de la norme, de manière à ce que ce soit parlant pour vous au sein du laboratoire, mais éventuellement, si vous travaillez pour des clients aussi, que le client soit bien en connaissance du protocole qui était suivi. En interne, on a derrière, outre le fait de s'assurer qu'on met ces documents à disposition et ces identifications à disposition, on va aussi pouvoir s'assurer que les personnes sont bien habilitées à faire l'analyse, c'est-à-dire qu'elles ont bien été formées. Donc, le système permet aussi de vérifier, donc définir quelle habilitation on va avoir besoin et de voir jusque quand la personne est habilitée et de faire du coup toute une gestion de ces habilitations à ce niveau-là. Donc, c'est l'habilitation au mode opératoire défini pour réaliser l'analyse, mais ça peut aussi être des habilitations à d'autres choses, comme par exemple le travail avec des produits ou des appareils dangereux qui nécessitent aussi un certain niveau d'apprentissage à ce niveau-là. Et donc, les autres points, je les ai déjà un petit peu évoqués, c'est s'assurer qu'on utilise le bon matériel, donc c'est pouvoir aussi identifier le matériel dont on va avoir besoin, mais également identifier les réactifs éventuellement qu'on aurait besoin à ce niveau-là. Bref, c'est décrire toute l'analyse en donnant l'accès à l'opérateur, mais aussi au gestionnaire, de voir tout ce qui va être nécessaire pour réaliser l'analyse et déjà l'introduire directement au niveau de l'analyse de manière à ce qu'il ne faille pas chercher l'information et qu'elle soit directement disponible pour l'utilisateur. Évidemment, pendant que Justine vous montre l'exemple et prépare les différents éléments, tout ce que je viens de citer, ce n'est pas une obligation, c'est une possibilité. Donc, suivant le degré d'exigence de vos normes, vous allez pouvoir dire, oui, je dois pouvoir prouver que mes utilisateurs qui ont réalisé sont habilités, on va pouvoir le mettre. Je dois pouvoir tracer mes réactifs, on va pouvoir le mettre. Mais certaines normes ne vont pas jusque-là, ne demandent pas ces éléments-là, donc vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est un choix en fonction des types d'exigences qui vous sont allouées. Là, je vais vous présenter un exemple. Justement. Juste partager le bon écran. Hop. Voilà. Donc ici, si on prend le cas
d'une analyse qui s'appelle dénombrement. Donc, je ne sais pas si vous connaissez tous, mais donc la possibilité de dénombrer des colonies dans une boîte de pétri. Donc ça, c'est un exemple un peu plus du domaine de la microbiologie, mais je pense que ça parle à un minimum de personnes. Donc, vous avez cette analyse qui a été créée ici, donc c'est le dénombrement de colonies, et on retrouve les fameuses spécifications de l'analyse. Donc, comme l'a dit Benoît tout à l'heure, on a aussi la possibilité de gérer un seuil de tolérance dans ces spécifications. Donc ici, si on regarde, le résultat attendu doit être strictement plus petit que 10 et il passe en alarme lorsqu'il est supérieur ou égal à 9. Donc ici, si vous regardez un petit peu la barre qui illustre les résultats, donc on voit bien que le résultat est non conforme lorsqu'il est strictement plus grand que 10. Il est conforme lorsqu'il est strictement plus petit que 9 et il est en zone d'alarme lorsqu'il est compris entre 9 et 10, ici en orange. Donc ça, c'est une première chose, c'est cette gestion de la conformité avec une zone d'alarme. Ensuite, comme l'a bien dit Benoît, pour coller à des exigences de normes, on peut définir des habilitations par utilisateur. Donc ici, au niveau de la méthode, on va pouvoir renseigner que l'opérateur doit avoir été formé, par exemple, à la méthode de broyage pour pouvoir effectuer le dénombrement des colonies. Ce que le LIMS permet aussi, c'est de renseigner les équipements qui vont être utilisés pour faire cette analyse. Donc là, j'ai pris l'exemple du broyeur. Donc ici, on peut renseigner que ça va être le broyeur qui va être utilisé pour faire l'analyse. Et en dernier lieu, ici, on peut également renseigner donc les articles, les consommables qui vont être utilisés pour faire l'analyse. Donc ici, si on regarde, donc on a un exemple avec la boîte de pétri ou le milieu de culture. Et donc, on voit aussi que le LIMS permet d'identifier dans quel magasin ces consommables sont stockés et à quelle quantité. Donc voilà, ces différentes informations, donc par exemple l'habilitation, on n'en a mis qu'une, mais vous êtes libre. En fait, c'est vous qui déterminez ce qu'est une habilitation et vous créez vos propres habilitations. Et ensuite, pour une méthode, pour une analyse bien particulière, vous pouvez référencer une ou plusieurs habilitations nécessaires. De même, pour tout ce qui est matériel, équipement, vous pouvez utiliser un ou plusieurs équipements qui sont possibles à ce niveau-là. Et évidemment, ceci est toujours en plus de ce que Justine vous a montré tout à l'heure, c'est que vous avez la possibilité d'associer un document avec le mode opératoire qui, en un clic, permet de s'ouvrir directement au niveau du PC de l'opérateur quand il réalise l'analyse. Voilà, s'il a besoin d'accéder au document, il peut y accéder direct. Que ce document soit stocké en local sur votre réseau informatique ou que ce soit un lien Internet vers un document plus officiel, voire vers un lien vers une gestion documentaire que vous auriez chez vous. Et dernier point ci, Justine vous l'avez montré tout à l'heure, c'est la référence à une norme. Donc, on avait là, mais qu'on peut identifier aussi au niveau de la méthode. Donc, pourquoi on parle de méthode d'analyse? Parce que vous vous rendez bien compte que, par exemple, un pH, si on prend un pH dans de l'eau ou un pH de sol, il va avoir plusieurs manières de mettre en œuvre cette analyse. Et donc, ça va faire référence à plusieurs méthodes d'analyse différentes au sein du logiciel. Donc, on est obligé de créer différentes analyses puisque l'analyse tient compte aussi de la manière dont on va réaliser cette analyse, justement. Alors, je propose peut-être qu'on passe à un petit sondage. Effectivement. Alors,
quels outils utilisez-vous pour gérer la qualité au quotidien? On vous laisse le temps de répondre. Si vous avez d'autres propositions, n'hésitez pas à les inscrire dans la conversation. Donc, le but ici est de pouvoir voir si vous êtes déjà équipé d'un logiciel LIMS ou au contraire, si vous n'en êtes pas encore équipé, si vous êtes encore au niveau papier, des fichiers Excel ou d'autres types de systèmes à ce niveau-là. Donc, on voit que les 2 points qui ressortent le plus, ce sont des LIMS ou des fichiers Excel, ce qui est encore fort répandu aussi. Donc, à savoir simplement le gros avantage d'avoir un logiciel LIMS par rapport à de l'Excel, c'est les accès concurrents. C'est-à-dire que dans un fichier Excel, si vous êtes 5 ou 6 à devoir travailler sur le même fichier, c'est un peu plus compliqué, même si les dernières versions d'Excel permettent plus de choses. C'est un petit peu moins simple. Et derrière, c'est aussi de devoir travailler vos données, elles ne sont pas liées. Il faut faire attention quand vous bougez au sein d'une même ligne, parce que généralement c'est comme ça, c'est mis en ligne, au sein d'une même ligne, si vous bougez des informations, il faut faire attention de ne pas mélanger vos lignes pour ne pas avoir de problématiques. Et donc, ce sont tous des éléments qui, effectivement, sont facilités par un logiciel, parce que ce logiciel permet de voir chacune des données de manière individuelle. Même si elles sont rassemblées, elles sont liées aux autres, elles sont chacune à données à part entière, et donc ça permet des accès concurrents à ce niveau-là. Sans oublier, un gros avantage aussi, c'est la sécurité de la donnée. On en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais la sécurité informatique, c'est important, parce que pour ceux qui travaillent avec Excel, si vous avez des gros fichiers, vous savez très bien qu'à partir d'un certain moment, ça a tendance à planter de temps en temps, et il y a des risques de perte, ce qui n'est pas le cas avec une base de données. Donc ça, c'était pour répondre un petit peu au niveau de vos sondages, et merci pour vos réponses. Et donc, si on revient peut-être un petit peu plus, on a vu donc qu'il y avait déjà 2 axes principaux. C'est de pouvoir définir des valeurs attendues et puis de fiabiliser cette valeur en décrivant tout le processus, ce qu'on fait pour obtenir cette valeur et définir ce dont on a besoin aussi. Mais il y a quand même le dernier axe et qui est, je veux dire, le principal, puisque tout ce qu'on a vu là, c'était en préparation de, c'est la traçabilité. Parce que c'est bien beau d'avoir préparé tout ça, mais au final, pratiquement, quand on réalise l'analyse, qu'est-ce qui se passe au niveau du système? Donc certes, on a défini pas mal d'informations, mais il faut également maintenant valider que ce qu'on a défini a bien été réalisé et qu'on a bien maîtrisé tout le processus. Et donc, pour maîtriser le processus, c'est quoi? C'est par exemple de définir qui va réaliser l'analyse. Donc ça, en général, ça se fait avant de faire l'analyse. Donc, qui va réaliser cette analyse? C'est l'avantage de pouvoir avoir un contrôle, notamment sur l'habilitation, par exemple, à ce moment-là. De valider le matériel qui va être utilisé pour l'analyse, puisque si par exemple on veut faire une pesée et qu'il y avait 5 balances possibles, c'est de voir quelle balance va effectivement être utilisée. On va valider aussi quand est-ce que l'analyse est réalisée, donc un moment de début, un moment de fin. Ces éléments-là permettent de vérifier justement que l'utilisateur est bien en période d'habilitation, mais aussi que vos équipements sont bien en état de fonctionnement, qu'ils sont bien calibrés, qu'ils sont bien étalonnés et que ça ne pose pas de problème, parce que si ce n'était pas le cas, ça pourrait fausser le résultat obtenu. On va également retrouver les différents réactifs sur lesquels on va pouvoir préciser quel lot de réactifs on utilise ou on va utiliser, et aussi d'avoir une trace en cas de résultat non conforme, voir s'il n'y a pas eu une erreur au niveau de l'utilisation des réactifs, ou bien si le réactif n'était lui-même pas problématique.
et éventuellement aussi encore plein d'autres informations. Donc, pas la possibilité pour un utilisateur de donner naissance à ce qu'on appelle chez nous des notes d'incident, c'est-à-dire des problématiques rencontrées de quel ordre que ce soit, pour pouvoir dire que l'analyse ne s'est pas déroulée dans les strictes règles de l'art et qu'il y a peut-être eu différents éléments. Le dernier point qui peut être là, et puis après, Justine va vous illustrer ça, c'est quoi? C'est que l'avantage, c'est que le logiciel peut aussi, si vous le souhaitez, tracer toutes les modifications qui ont eu lieu dans le logiciel. C'est ce qu'on appelle l'audit trail, c'est de vérifier, d'enregistrer toutes les modifications qui ont eu lieu. Et donc, ça permet de voir, par exemple, si un résultat a été saisi une première fois et puis a été modifié. Et donc, peut-être de retourner vers la personne pour demander de justifier pourquoi il y a eu un changement de résultat. Donc, voilà, je te laisse peut-être illustrer, Justine. Et juste peut-être avant, voilà, une question qui a été posée, quels sont les avantages de l'utilisation du logiciel LIMS dans les laboratoires œuvrant dans le secteur d'enseignement supérieur et universitaire? Encore une fois, c'est comme dans la pratique d'un laboratoire. Le gros avantage, c'est un outil qui permet de centraliser toute la traçabilité de vos analyses. Donc, de répertorier tous les résultats et toutes les analyses que vous avez faites, et donc de pouvoir faire des statistiques facilement par type d'analyse, par type d'éléments sur lesquels vous avez réalisé les analyses ou provenant de tel demandeur ou de tel client, si vous êtes amené à travailler avec des clients. Et derrière, comme on vient de l'évoquer, de s'assurer que les analyses sont bien réalisées dans les bonnes règles de l'art, en précisant, en aidant l'opérateur, mais aussi en faisant en sorte que l'opérateur puisse transcrire rapidement et facilement les informations sur les points critiques de mise en œuvre de cette analyse. Là, on a par ailleurs des clients sans citer de nom qui ont des laboratoires. Voilà, on a, je pense notamment à différents clients, notamment du côté de Dijon, etc., qui sont dans le secteur universitaire et qui peuvent offrir des services à l'intérieur de l'université, voire à l'extérieur, en réalisant des analyses complexes ou moins complexes, mais avec des équipements dont dispose l'université, donc pour des clients, et ils utilisent notre produit justement pour pouvoir émettre, donc vérifier toutes ces analyses-là, vérifier que tout est bien carré, je veux dire, sur la réalisation d'analyse, pour aider aussi à la planification. Donc, puisque si on utilise des équipements, il faut des personnes qui manipulent, des équipements qui doivent être réservés pour pouvoir réaliser la manipulation. Donc, on doit trouver le bon créneau entre différents facteurs, et donc le logiciel peut aider effectivement à ce niveau-là aussi. Mais aussi, au final, il y a quand même un point qui est très important, c'est quand on a validé que toute l'analyse était bien faite, qu'on a un résultat final, il faut transmettre ce résultat au client ou à la personne qui a demandé les analyses, et c'est donc l'émission d'un rapport. Et donc, le logiciel, là, on s'écarte un petit peu du domaine des normes qui est le sujet du webinaire d'aujourd'hui, mais qui est un vrai plus du logiciel LIMS, c'est de pouvoir automatiser la génération des rapports avec de nouveau le contenu qui va bien, c'est-à-dire que vous pouvez apporter par rapport à tout ce qu'on vient de dire sur la traçabilité, vous pouvez apporter le détail sur le document rapport si vous le souhaitez, ou ne mettre que certaines informations, ou ne mettre que le résultat final selon votre cas. Je propose justement que Justine nous illustre un petit peu cette partie résultat et puisse vous montrer justement jusqu'au niveau rapport où on peut aller. Ouais. Alors juste avant, je voulais juste vous montrer ici que on a défini donc une habilitation pour un opérateur. Moi, je l'ai appelé fictivement Albert. Mais donc, une bonne habilitation a forcément une date de début et une date de fin de validité. Donc là, c'est simplement pour vous montrer que Albert possède bien une habilitation pour le broyage ici. Donc, si on vous montre en pratique qu'est-ce que ça donne, quand on fait une demande d'essai, donc une analyse ici,
Donc, on conserve aussi la traçabilité avec un numéro d'analyse. On explique sur quel produit on va faire l'analyse. Donc ici, si je reprends l'analyse de dénombrement de colonies, donc c'est l'exemple où on fait un dénombrement de colonies sur un aliment. Voici un petit peu ce que ça donne dans l'écran des résultats. Donc on retrouve ici l'analyse du dénombrement de colonies et on a ici alors, oui, je vais dézoomer un peu, ouais, ici. Donc, quand on ouvre un peu en détail l'endroit dans lequel on va pouvoir renseigner des résultats, on va également devoir renseigner. On se rend compte dans un premier temps que si on peut reparcourir par exemple sur la partie spécification, etc., que tout ce qui a été défini initialement, on le retrouve évidemment. Donc tout ce qui était paramétré, comme on l'a dit tout à l'heure, se retrouve dans le système. Donc au niveau des spécifications, mais aussi sur le reste, je te laisse continuer. Donc voilà, les spécifications, on les retrouve ici avec la conformité et la zone d'alarme. Comme les habilitations aussi. Voilà, comme l'a dit Benoît. Ici, on retrouve les habilitations. Donc, cette analyse doit être faite avec un opérateur qui doit avoir été formé pour la méthode de broyage. Et donc, si on revient ici dans l'onglet du personnel, on va pouvoir indiquer que c'est par exemple Albert donc, qui possède une habilitation qui va renseigner les résultats. Ici, on ajoute Albert, donc tout va bien, cette personne est habilitée, elle peut renseigner les résultats. Si on fait un exemple avec une deuxième personne que j'ai appelée effectivement Béatrice, ici, lorsqu'on sélectionne Béatrice et qu'on indique que cette personne doit vouloir venir faire l'analyse, on obtient ici un avertissement. Donc, on voit bien que le LIMS nous avertit et nous dit attention, la personne Béatrice ne dispose pas d'une habilitation et que donc il va y avoir une création d'une note d'incident pour cette personne. Donc le but de ça, c'est de pouvoir évidemment tracer toute anomalie qui se serait présentée au cours de l'analyse. Et donc là, typiquement, vous avez décidé d'affecter l'analyse à une personne qui n'est pas habilitée. Le système va le reconnaître, va avertir directement pour dire si c'est une erreur, on ne va pas le faire ou peut-être changer de personne. Mais si malgré tout c'est réalisé, sachez qu'il y a une note d'incident qui se crée et elle devra être mise en évidence. Donc c'est quelque chose qui va être renseigné au niveau du responsable, qui va en être informé et qui donc va pouvoir donner suite et voir quelles sont les mesures qui ont mis en preuve, déjà statuer si ça fausse l'analyse et qu'elle doit être recommencée ou si elle peut être gardée en l'état et que le résultat, ça n'a pas eu d'impact sur la qualité du résultat obtenu. Donc ça, c'était pour la gestion des habilitations. Donc on voit bien que le LIMS permet de gérer les habilitations dans le système. Ce qu'on a également, c'est la possibilité de renseigner un équipement. Donc ici, on va pouvoir préciser quel est l'équipement qui était prévu et valider que c'est bien cet équipement-ci qui a été utilisé pour faire l'analyse. Donc ici, on peut valider que c'est bien le broyeur qui a été utilisé pour faire l'analyse. Donc imaginons qu'on décide d'utiliser un autre équipement, pas de souci, on peut toujours revenir ici et dire, tiens, je veux, alors je l'avais ouvert par ici, je veux renseigner un autre équipement. Donc là, j'ai la liste de tous les équipements qui se trouvent ici, par exemple le thermocycleur, l'HPLC ou un banc d'essai. Si on filtre donc sur le broyeur, ce
que le LIMS met aussi en évidence, c'est l'état de l'équipement. Donc, est-ce qu'il est calibré ou pas? Donc, comme ça, en un coup d'œil, on peut tout de suite savoir quel est l'équipement qu'on va pouvoir utiliser pour réaliser l'analyse. Donc, il y a aussi un petit code couleur qui permet d'un coup d'œil de voir quel est l'équipement que l'on peut utiliser. Alors, je ne sais pas si j'ai enregistré ce que j'ai fait ou pas. Je vais juste aller vérifier. Hop, ça, c'est bon. Ça devrait être bon. Je vais juste enregistrer et fermer. Il y a aussi, peut-être juste revenir, il y a la partie réactif aussi qu'on peut voir qui est disponible également. Donc, vous avez prévu les réactifs qui sont là. Donc, ça, c'est ce qui a été prévu avec les quantités prévues. Mais évidemment, on peut reprendre ces éléments en précisant peut-être sur le milieu de culture. Peut-être prendre le milieu de culture et sur le bouton à l'extrême droite. Voilà, le bouton à l'extrême droite. Voilà. Donc là, c'est pour pouvoir encoder directement la sortie de stock. Et donc, vous voyez qu'il est possible de revenir repréciser la quantité, mais aussi de préciser quel est le lot qui a été utilisé parmi le lot qui est en stock à ce niveau-là. Donc, toutes ces informations-là permettent de garder la traçabilité au niveau des données. Donc tout ça n'est pas obligatoire, hein. On n'est pas obligé de gérer et les habilitations et d'identifier chaque fois les personnes qui font les analyses, les équipements, les réactifs, etc. Enfin, déjà, on peut très bien ne pas avoir d'équipement ni de réactifs. C'est dépendant de votre domaine d'activité. C'est des choses que vous pouvez activer ou désactiver en fonction du type d'exigence que vous avez. Et le dernier point va être, une fois qu'on a renseigné les différents éléments, de pouvoir renseigner aussi le résultat, évidemment. Donc ici, quand l'opérateur se retrouve à devoir encoder ses résultats, il va pouvoir ici mettre, donc si on se souvient de ce qu'on avait mis au niveau des conformités, hein, on avait dit, donc si on renseigne 8 ici, on voit bien la colonne des spécifications, donc le résultat doit être strictement plus petit que 10 et est en alarme s'il est à 9, par exemple. Donc, si on renseigne 8, on voit bien que le système vous met un petit V, donc c'est un code qui permet de dire que le résultat est conforme. Et lorsque vous enregistrez ce résultat, vous avez aussi la confirmation avec le code couleur qui s'affiche ici. Si maintenant on renseigne le résultat 9, par exemple, on voit ici que vous avez l'icône attention alarme. Pareil, hein, lorsqu'on enregistre, le code couleur bascule et vous présente donc le résultat en orange. Et si malencontreusement vous avez un résultat qui n'est pas bon, on vous le met avec une croix et pareil, donc ça c'est aussi une sécurité en plus. Ou si le résultat n'est pas bon, on vous demandera. C'est notamment une des exigences de la norme CFR 21 par 11 qui exige que s'il y a un élément de non-conformité, de bien prouver, de bien valider, que la personne valide que c'est bien elle qui a encodé le résultat à ce niveau-là pour confirmation. On va partir du principe que nous avons des bons résultats et que tout est conforme. Voilà, et donc ici, Justine vient de vous illustrer qu'on a fait plusieurs changements au niveau des résultats, mais donc toutes ces actions sont tracées au niveau du logiciel. Donc, puisque vous avez l'audit trail qui trace chaque changement de données, donc qui vous dit que la donnée a été modifiée tel jour à telle heure par telle personne, et vous aviez avant telle valeur et vous avez après telle valeur. Vous voyez qu'à chaque fois, changement de résultat, il n'y a pas que le résultat qui a changé. Il y a l'évaluation du statut de conformité
qui a changé également, de même que la date-heure à laquelle le résultat a été encodé et l'analyse validée, puisque c'est une analyse qui est en validation automatique à ce niveau-ci. Et on a une personne dans le chat qui nous demande, y a-t-il une différence entre la conformité d'analyse et la spéculation d'analyse? La conformité et la spéculation. Spécification, à mon avis, d'analyse. En fait, on est conforme à une spécification. Donc, en fait, la spécification, c'est définir la plage de valeur qui est attendue. On peut éventuellement même aussi avoir une valeur cible, sinon on ne l'a pas évoqué, mais dans certains domaines d'activité, on travaille aussi avec des valeurs cibles. La conformité, c'est-à-dire, est-ce que le résultat que j'ai obtenu, que j'ai encodé dans le système, est-ce qu'il se situe dans la zone de conformité ou est-ce qu'il se situe en dehors de cette zone de conformité? Donc clairement, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Et dans la zone de conformité, si on est des limites, si on s'approche des bornes, je vais dire, on peut avoir ce qu'on appelle la zone de tolérance, où là, on va être avec un code couleur orange, c'est comme le feu, vert, rouge et orange. Ça, c'est juste pour dire qu'on est toujours acceptable, on est toujours conforme, mais on s'approche des limites, donc il peut y avoir un risque potentiel. Maintenant, comment vous définissez vos limites? Ça, c'est vous qui voyez. Si par exemple, il y a des incertitudes de mesure, est-ce que vous estimez que l'incertitude doit être incluse dans le risque potentiel ou bien si elle peut venir en plus? Ça dépend un petit peu de la criticité de votre analyse et de ce qu'exige aussi la norme à ce niveau-là. Il y a juste encore un dernier point à rajouter. Dans un laboratoire, généralement, vous envoyez les résultats à des clients. Donc ça se fait sous la forme d'un bulletin d'analyse. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le logiciel LIMS permet également de générer un bulletin d'analyse. Alors, je vais vous montrer ici. Donc, si on prend la demande d'essai qu'on vient de faire à l'instant, donc pendant que Benoît était en train d'expliquer, j'ai simplement validé l'analyse et donc j'ai terminé l'analyse. Alors, je sais si je ne partage pas le bon. Alors, il faut simplement que je partage le bon écran. Voilà. Donc ici, voici un exemple de bulletin d'analyse. Alors ça, c'est une trame très simple qu'on a générée pour le webinaire d'aujourd'hui. Cette trame est entièrement ajustable avec le logo de la société ou avec d'autres informations. Mais ici, dans le cadre du respect de la conformité, on voit bien qu'on retrouve donc le numéro de la demande, le produit, également les bornes, donc les fameuses spécifications. Et on retrouve donc l'appréciation, donc l'évaluation du résultat. Donc là, on voit bien que c'est un résultat conforme avec alerte si on met 9, par exemple. Et alors, ce que l'on rajoute également, c'est le respect de la norme qui a été suivie pour faire l'analyse. Donc ici, votre bulletin reprendra la norme en vigueur qui a été utilisée au moment de faire l'analyse. Ça, ce sont des modèles que vous pouvez personnaliser, puisque la base de ça, c'est des documents Word. Donc, vous pouvez venir personnaliser et le logiciel vient fournir des informations complémentaires. Petite particularité aussi dans tout ce qu'on a évoqué sur la partie des normes, c'est que, on ne va pas attirer votre attention dessus, mais le logiciel permet aussi de gérer des analyses qui sont accréditées. Donc, si vous êtes un laboratoire accrédité, donc l'accréditation, c'est quoi? C'est simplement pouvoir dire, c'est une norme d'exigence supplémentaire pour dire que l'analyse est bien réalisée dans les règles de l'art. Et donc, à partir du moment où vous avez des analyses qui sont accréditées lors de la réalisation,
vous voyez le classique petit astérisque qui vient se mettre automatiquement au bout du nom de l'identification de l'analyse. Et vous avez la possibilité aussi d'inscrire un texte qui va avec. Alors, vous voyez que ce texte, il est légèrement décalé. Alors pourquoi? Parce que évidemment aussi l'autre notion qui est demandée, enfin qui est exigée à ce moment-là, c'est de faire apparaître le logo de l'organisme de certification. Bon, nous on l'a pas mis ici parce que on n'a pas le droit de le mettre. Nous on n'est pas certifié, on voulait pas faire de documents faux. Mais le système permet de gérer ça. Et évidemment, si à un moment donné dans la réalisation de l'analyse quelque chose ne s'est pas bien passé et donc vous avez perdu, entre guillemets, les facteurs de l'accréditation, il est tout à fait possible de retirer, d'indiquer que cette analyse-là, finalement, elle est plus sous le couvert de l'accréditation parce qu'il s'est passé quelque chose et automatiquement, le bulletin se mettra à jour. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, mais moi, j'ai un dernier sondage à faire passer. Je t'en prie, Mathilde. Alors, quelle fonctionnalité du LIMS pourrait vous être utile dans votre quotidien et dans vos activités de laboratoire? Alors, je vois aussi qu'il y a une question qui vient de passer. Est-ce qu'il est possible de vérifier la data intégrité? Juste si vous pouvez un petit mot pour préciser ce que vous entendez par la data intégrité. Après le sondage, je me permettrai de répondre à votre question. Et évidemment, si vous voyez d'autres fonctionnalités, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat. Donc ici, c'est bien partagé. Effectivement, on a... Mais globalement, c'est à peu près tout. Il y a cette réponse et on a à peu près tout partout. Pour ceux qui ont répondu autre, n'hésitez pas à nous partager. Gestion et traçabilité. OK. Donc sur la partie, donc c'était bien la même personne, parce que je ne vois pas qui avait posé sur la data integrity. C'est bien la gestion et traçabilité stock, c'est le complément d'information qu'on demandait. Donc l'application permet donc de gérer les stocks, comme on l'a vu au niveau des réactifs. Donc Justine nous a montré qu'on pouvait définir où était stocké le produit, même dans quelle étagère, etc. Et évidemment, le but derrière, c'est d'identifier les lourds réactifs qui ont été réalisés et utilisés, avec les quantités. Et ça se décrémente de votre stock et ça gère des alarmes de stock et donc l'entrée de nouveaux stocks avec des nouveaux numéros de lot, des nouvelles dates de péremption. Et donc, vous avez comme ça un suivi complet de la gestion de stock. Alors, je comprends mieux donc la réponse avec la data integrity et l'opérateur. C'est un choix. Donc, en fait, il y a différents niveaux de droit au niveau de l'application. Évidemment, on aurait pu parler aussi de notion de droit sur l'aspect des normes. C'est-à-dire que dans le logiciel, vous pouvez définir en fonction de profil d'utilisateur un droit de saisie de résultats, un droit de modification de résultats, tout comme différents droits de changer les paramètres prévus initialement au niveau de l'analyse. Et donc, très clairement, si par exemple vous avez des paramètres qui sont calculés ou des paramètres qui sont importés par des liaisons avec des appareils de mesure, on peut automatiquement changer le modèle de droit et dire, voilà, le résultat a été obtenu ou a été renseigné automatiquement par un appareil. L'utilisateur, il n'y a plus personne qui peut venir modifier le résultat obtenu. Donc, si même il devait être modifié, il y aurait une trace de cette modification, mais là, c'est même être proactif par rapport à ça, et c'est d'empêcher la modification pour assurer justement cette notion de data intégrité. Tout dépend aussi si c'est la donnée primaire va être considérée qu'elle se trouve dans le LIMS ou est-ce qu'elle se trouve, par exemple, au niveau de votre appareil et que vous avez fait une retranscription à ce niveau-là. Donc, c'est au cas par cas. Donc ça, si vous avez des questions plus précises,
on peut sans problème prendre un petit rendez-vous avec quelqu'un de chez nous et on pourra répondre de manière plus précise à vos questions si vous en avez. Mais sachez qu'il n'y a aucun problème pour gérer cette notion-là au niveau du système. On ferme ou on ouvre en fonction de ce que vous souhaitez. Et ça peut se faire analyse par analyse et personne par personne. Donc, c'est, je pense, assez poussé de ce côté-là. Donc, si vous avez d'autres questions, on va arriver tout doucement à la session de questions-réponses. Vous pouvez commencer aussi à mettre vos questions. Mais donc, en conclusion de ce qu'on vous a montré, c'est que la conformité à des normes, c'est un sujet vaste et qui peut être complexe et qui va dépendre de chaque domaine d'activité, mais de chaque entreprise en fonction des référents auxquels elle doit répondre. Et donc, beaucoup de choses sont possibles. Il est possible d'aller très loin dans la traçabilité. Évidemment, aller très loin dans la traçabilité aussi, c'est une certaine lourdeur. Donc, c'est toujours un bon compromis entre la lourdeur au niveau des opérateurs et du quotidien et la traçabilité de l'information. Au plus on met d'informations, au plus on a d'infos, mais au plus il faut prendre le temps de renseigner ces informations. Et donc, le but de l'outil de laboratoire, c'est de vous aider, mais aussi d'être juste au bon dimensionnement en fonction des différents cas. C'est-à-dire d'exiger à certains moments d'avoir certaines informations et peut-être de ne pas l'exiger à d'autres moments pour simplifier le travail des personnes qui vont utiliser l'outil. On voit aussi que les domaines sont vastes, puisque être conforme à une norme, ça veut dire aussi savoir si on a bien fait les choses, mais savoir si on a bien fait les choses, c'est aussi s'assurer si mes appareils ou mes personnes sont bien formés, etc. Donc bref, c'est une espèce de pieuvre avec plein de ramifications. Et donc, tout est intimement lié. On n'a pas évoqué, mais on aurait pu évoquer, par exemple, aussi la sécurité informatique, puisque c'est bien beau de tracer tout ça dans un logiciel, mais si, informatiquement parlant, on n'a pas la trace, on n'a pas l'identification de la personne ou qu'elle est sujette à caution, évidemment, ça n'ira pas non plus. Et donc, d'autres possibilités au niveau de l'outil peuvent être mises en œuvre, mais aussi au niveau de l'implémentation générale d'un outil pour véritablement verrouiller tout ce qui a lieu d'être verrouillé. Et dans certains domaines d'activité, on va l'évoquer un petit peu aussi, c'est que justement, si on veut garantir que le logiciel soit une aide et verrouille un certain nombre de choses, on passe souvent par la validation de l'application du logiciel. C'est-à-dire qu'il va falloir définir, tester, prouver que le logiciel amène des contraintes et que ces contraintes font le respect de la norme. Par exemple, on évoquait tout à l'heure la possibilité de ne pas modifier un résultat. La validation, c'est de prouver de manière documentaire que le logiciel ne permet pas de saisir ou de modifier un résultat. Ici, on a, je ne sais pas si… Oui, tout à fait. Ici, on a une question. Au début du webinaire, vous avez parlé de la possibilité de lier des protocoles aux méthodes. Comment sont gérés les changements de version d'un protocole? La version inférieure est-elle archivée et non accessible et est-ce automatisable? Oui, tu peux illustrer si tu veux, Justine. Oui, mais je partagerai l'écran. Hop. Justine va partager son écran. Voilà. Donc ici, vous pouvez rattacher donc un document et y indiquer aussi, quand vous rattachez le document, y indiquer le numéro de version. Vous avez les colonnes sur la droite qui vous permettent d'indiquer le numéro de version et la date de validité du document. Donc ça, c'est un premier point qui vous permet de modifier la référence du protocole à analyser ou de la norme. Dans la définition même de la méthode aussi, si je
je peux peut-être aller, si tu descends un petit peu dans le bas de la méthode, juste à côté d'où on peut identifier le code norme, vous voyez qu'à côté, il y a aussi un champ qui permet d'indiquer la version de la norme en question. Et donc, en fait, à un instant T, si à partir du moment où vous implémentez la nouvelle version, vous êtes amené à devoir modifier la méthode. Donc, ça peut aussi être modifier des habilitations, des équipements, des réactifs, comme on l'a indiqué. Et donc, vous avez deux choix. Soit vous recréez une autre méthode et celle-ci, elle va être désactivée, elle ne va plus être utilisée par la suite. Soit vous modifiez la méthode existante avec la nouvelle version, sachant qu'à partir du moment où vous avez créé une demande d'analyse avec une méthode à l'intérieur de cette demande d'analyse, toutes les données de la méthode d'analyse sont copiées dans la demande d'analyse. Et donc, une analyse qui a été faite il y a 6 mois, elle contient toutes les données, et donc y compris la version des normes d'il y a 6 mois, et plus celles que vous avez modifiées depuis. Donc, vous gardez la traçabilité complète, encore une fois. On revient sur le mot traçabilité qu'on évoquait tout à l'heure, qui était le 3e axe de la présentation ici du webinaire. C'est que vous avez une traçabilité complète de ce qui a été fait au moment de l'analyse et pas uniquement des données présentes aujourd'hui dans le système. J'espère qu'on a répondu à votre question. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Et donc oui, aussi, c'est automatisable si vous souhaitez. Donc ce changement de norme, ça peut se faire par, comme on disait, un changement de numéro, une modification de numéro, une modification de documents, de processus liés. Il n'y a pas de souci. Alors, je finirai aussi, parce que c'est un point qui est de plus en plus exigé par les normes maintenant, dire qu'aussi avoir un LIMS, ça a un dernier avantage par rapport à… Alors, non pas directement, ça ne joue pas sur la qualité, ça ne joue pas sur la qualité directement de la réalisation de l'analyse, mais bien sur des exigences de normes, c'est l'impartialité. C'est que l'utilisation du logiciel permet d'être de plus en plus impartial, puisque comme vous avez des données qui sont liées, mais qui ne sont pas forcément affichées en fonction des différents profils, vous pouvez très bien anonymiser les informations, par exemple, sur des échantillons où il faut réaliser des analyses. Et donc, les opérateurs en charge de réaliser l'analyse ne peuvent pas être influencés en disant « Oui, mais ça, je connais, c'est tel client, ils ont telle exigence, donc… je serai amené à être influencé d'une manière ou d'une autre lors de la réalisation de cette analyse, en anonymisant les demandes, justement de répondre à ce critère d'impartialité que beaucoup de normes aujourd'hui mettent en évidence. On vous laisse encore un peu de temps pour poser vos questions dans le chat. Est-ce que tu serais d'accord, Benoît, qu'on partage ton adresse email s'ils ont besoin de te contacter? Oui, il n'y a pas de souci. Je veux dire que moi, je suis disponible et si vous avez des questions ou des cas particuliers, on peut y répondre. Et mes collègues également, que ce soit au niveau du service commercial ou autre, sont aptes à répondre à vos questions. Ou en tout cas, s'ils ne peuvent pas y répondre de manière directe, de prendre en compte et vous fournir une réponse derrière. Alors, un laboratoire qui n'est pas dans un processus d'accréditation peut-il utiliser ce logiciel? Oui, tout à fait, puisque, comme je vous ai dit, tout ça n'est pas obligatoire. Vous pouvez simplement vous limiter à dire, voilà, j'ai besoin de réaliser telles analyses et je veux encoder le résultat de mon analyse. Peu importe qui le fait, j'encode mon résultat d'analyse et éventuellement, si j'ai le besoin, j'émets un rapport. Et même ça, c'est même pas obligé d'émettre de rapport. Ça peut simplement servir de base de données dans lesquelles vous saisissez vos résultats et qui peuvent par la suite être utilisés, par exemple, statistiquement parlant, pour voir l'évolution de ces résultats pour un produit donné ou dans un cas particulier. Donc, que vous travaillez en tant que laboratoire prestataire, ou que vous soyez, je sais pas moi, un laboratoire industriel associé à une production ou autre, c'est toujours le même principe.
vous utilisez le logiciel à façon selon ce que vous avez besoin. Il n'y a aucune obligation. C'est juste par paramétrage, on peut venir obliger certaines choses ou les laisser facultatives, voire les occulter complètement en masquant certains éléments. Alors, bonjour, bonjour, j'imagine qu'il va y avoir une suite qui devrait arriver. Alors, on a 2 questions qui arrivent. Est-ce que le principe d'habilitation bloque systématiquement la manipulation des opérateurs non habilités? Chez nous, on a pris le pli parce que le logiciel doit rester un outil. Il n'y a jamais de blocage. Que ce soit sur une habilitation utilisateur, il n'y a pas de blocage à réaliser une analyse et saisir le résultat. Même chose pour un équipement qui serait par exemple qui ne serait plus calibré ou qui ne serait plus étalonné, il sera en retard d'étalonnage, ça ne bloque pas le système. Par contre, ça crée, comme je vous l'ai dit, ça peut créer une fiche d'anomalie. Et celle-là, elle peut être automatisée, donc ça peut avertir l'utilisateur, mais il y a différents grades de réaction du système. Donc ça peut être donc juste avertir l'utilisateur pour qu'il ne le fasse pas, juste au fait de vraiment acter quelque chose au niveau du logiciel, simplement pour que un responsable ou une alerte qui puisse être émise à un moment donné et qu'on puisse justifier pourquoi ça s'est passé comme ça et s'assurer que ça n'a pas posé de problème. Donc, ce n'est pas bloquant, mais c'est à titre indicatif. Dans d'autres domaines, comme par exemple le milieu pharmaceutique, etc., ça peut, si vous le souhaitez, devenir bloquant, mais c'est toujours une question de paramétrage à ce niveau-là. Okay. Alors, comment on peut gérer la métrologie via le LIMS? Eh bien, notre application LIMS là gère aussi une partie métrologie. Donc, on a parlé tout à l'heure de la définition des équipements, mais on peut en plus aller beaucoup plus loin dans la définition des équipements et définir toutes les fréquences d'étalonnage,